Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler de Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. George Miller est un réalisateur australien qui a fait des films tels que Babe le petit cochon, Happy Feet 2, mais il est surtout connu pour avoir fait Mad Max 1 et Mad Max 2. T'as oublié Mad Max 3, Beyond Thunderdome? Non. Mais si. Non, il n'a pas fait Mad Max 3. Enfin si, en fait il l'a fait, mais ce film n'existe pas. Mad Max Fury Road nous plonge dans un monde post-apocalyptique où l'eau et l'essence sont des ressources primordiales pour survivre. Furiosa doit aller chercher de l'essence pour sa tribu, pour son chef, mais en réalité elle va essayer de sauver les femmes de son chef justement, qui sont vouées à l'esclavage et à pondre des enfants, mal formés en plus de ça. De son côté, Mad Max essaye toujours de survivre et il va devoir s'allier à Furiosa pour survivre justement, ainsi que niquer la gueule de cette tribu de sauvages arriérés. Vous l'aurez compris, le scénario de George Miller tient sur une seule ligne, sauf que ce n'est pas le but du film. George Miller est un mec qui travaille l'image. C'est pas un mec qui travaille le dialogue. Donc arrêtez de dire que Mad Max, son scénario est débile et quasiment inexistant. Alors je vous le dis tout de suite, j'adore cet univers. L'univers steampunk que George Miller a créé, ça a été révolutionnaire au niveau de tout ce qui a été post-apocalyptique. Vous prenez l'exemple de Doomsday par exemple, un film de 2009 si je me trompe pas. Eh bien, en réalité, c'est un Mad Max version british. Vous retrouvez tous les codes de Mad Max, mais en version british et avec une meuf badass. Et c'est aussi un univers qu'on peut retrouver avec des petits clins d'œil. Je pense notamment à Bob l'éponge le film. Et oui, il y a du Mad Max dans Bob l'éponge le film. Quand Bikini Bottom il y a une émeute, c'est la panique. Vous retrouvez en fait l'univers Mad Max. C'est l'univers Mad Max Bikini Bottom. Vous pouvez, le cuir, les clous, l'essence, le feu, enfin tout ce que vous voulez, tout est dedans. Et aussi, en plus de l'univers steampunk, on peut quand même retenir les véhicules. Les véhicules sont des tueries. On avait déjà des véhicules assez cool dans le 1, le 2, et bon, quand même le 3, mais j'essaye de l'effacer de ma mémoire. Celui-là, vraiment, ne regardez jamais le 3. Et donc oui, là on sent que le budget fait qu'on a des monstres, mais des monstres de fou. Vous avez des alliages de plusieurs véhicules. Ça, vous vous retrouvez avec un long véhicule style limousine, sauf que c'est sur un châssis de dingue avec des pneus pour monster truck, tout ce genre de choses. Donc les véhicules sont vraiment géniaux. On peut juste reprocher de ne pas voir Max en fait conduire sa caisse mythique. L'univers est beaucoup plus étendu. Il y a plus de diversité si vous préférez. Vous avez un endroit où c'est rocheux, un endroit complètement désertique, un endroit assez boueux, des marécages. Enfin, vous passez par plusieurs types de sols, de paysages. Et du coup, ça donne un peu plus de diversité, même au niveau des tribus. Il y en a même qui m'ont fait penser aux hommes des sables de Tatooine dans Star Wars. On peut noter aussi certaines références à une époque passée, justement. Je pense ils arrivent quand même à faire un placement Coca-Cola assez subtil, mais que j'ai trouvé très comique. C'est Immortan Joe, donc le chef, là, le sorte de dictateur, là, détient toute l'eau. Et il y a une de ces femmes, enfin esclave, on peut dire ça comme ça, hein, qui dit que il appelle l'eau Aquacola, donc en référence à la Coca-Cola. Et j'ai trouvé ça tellement énorme de faire une référence comme ça pour montrer que en fin de compte le Coca-Cola aujourd'hui c'est quand même une grosse industrie qui bouffe la plupart, qui bouffe la plupart du monde, quoi. Enfin, vous buvez du Coca-Cola n'importe où, sauf dans certains pays où c'est interdit et où ils ont fait leur propre Coca-Cola, quoi. Mais sinon c'est
ça montre la puissance de Coca-Cola à travers la puissance d'Immortan Joe qui possède l'eau. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a plein de lectures comme ça qui se font dans ce film. Si j'avais un mot pour qualifier les images de Mad Max, pour celles qui constituent l'action, hein, pas les moments où c'est reposant, je choisirais juste un mot, c'est brutalité. Alors, brutalité, pourquoi? Parce que vous avez des zooms super énergiques, des travelling avant énergiques. Le montage, c'est hallucinant parce que quand vous avez de l'action, c'est un montage très rapide, les plans sont très courts et vous comprenez quand même l'action. C'est pas comme beaucoup de films aujourd'hui où vous comprenez pas exactement comment se passe le combat ou la course-poursuite, enfin ce genre de choses. Et là, vous avez un montage hyper rapide qui fait que ça donne beaucoup plus d'impact à l'image. Et à côté, quand vous avez des plans qui sont, enfin des scènes qui sont là pour reposer, pour faire souffler un peu le spectateur et les personnages par la même occasion, vous avez des plans un peu plus longs, même plus longs, pas un peu, juste plus longs. Et il y a très peu de coupes. On sent la différence entre le montage hyper brutal de l'action et un peu plus en douceur quand c'est pour que le spectateur souffle. Et aussi, on peut noter le montage très saccadé lorsque Max a des sortes de visions où il a des flashbacks, c'est un mélange de flashbacks et d'hallucinations. Et du coup, l'image est tellement saccadée que on ressent le stress que Max peut sentir. Parce que les images nous arrivent tellement dans la tronche, tellement rapidement, que c'est un cinéma d'attraction, si vous préférez. Vous pouvez pas détourner de l'œil, vous êtes absorbé par ce qui se passe à l'écran. Donc vraiment à ce niveau-là, que ce soit au niveau des mouvements de caméra, du montage, c'est énorme. Et on peut aussi noter un truc que j'ai adoré, c'est les accélérations. On accélère l'image, et ça se fait très peu. On préfère mettre des ralentis, alors que les ralentis, en fin de compte, ça donne moins d'impact à l'action, je trouve. Si vous préférez, l'accélération de l'image, ça rend l'action beaucoup plus sauvage. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Après, en plus de ça, on peut noter les plans, les plans larges. Il y a les plans d'ensemble, si vous préférez. Il y a ou de grand ensemble aussi. Vous avez chaque plan est magnifique. Je pense il y a une tempête à un moment. La tempête, ok, c'est de l'image de synthèse, c'est de l'image numérique, il y en a très peu dans ce film, mais putain, ça en jette. Quand ils sont dans la nuit, il y a un filtre bleu qui rend l'image superbe, et quand ils éclairent un endroit, vous avez du bleu tout autour, et genre par exemple, il y aura juste mon visage qui sera éclairé par la flamme de la bougie ou de la lanterne. Et aussi, un truc qui était énorme, c'est quand ils se retrouvent bloqués dans la tempête, vous avez des éclairs, et ces éclairs font passer l'image du noir et blanc à la couleur. C'est magnifique à voir. Franchement, les images sont excellentes. Que ce soit le montage, les mouvements de caméra, ou même les filtres, le choix de l'échelle de plan, c'est magnifique. Je peux rien reprocher aux images. Sauf peut-être certains plans que je trouve clichés, même si j'en ai parlé avec quelqu'un qui... on a parlé pendant au moins 10 minutes, mais juste pour un plan. Pour vous dire que quand on étudie le cinéma, on est un peu cinglé sur les bords. Un peu tatillon. Mais je trouvais qu'il y avait certaines images un peu clichés, mais défendables. Ce que mon pote a très bien fait d'ailleurs. Donc voilà, les images de Mad Max sont des grosses tueries. Et je peux même dire, j'avais kiffé Avengers, j'avais adoré Avengers Age of Ultron, mais
il peut rentrer chez lui. Mad Max, c'est sans doute l'un des meilleurs films de l'année. L'un des meilleurs blockbusters de l'année, si ce n'est peut-être de plusieurs années, parce que il y a un coup de fraîcheur, tout en réutilisant des codes qu'on avait plutôt dans les années 80, quoi. Miller arrive à associer années 80 et années 2010, et c'est excellent. Avant de conclure, j'aimerais bien un petit peu parler de la musique que j'ai trouvé assez géniale. Tu nous fais pas une vidéo de 30 minutes aujourd'hui? Non, la vidéo ne durera pas 30 minutes, normalement. La musique est composée par Junkie XL. Moi j'avais découvert un de ses sons dans Green Street Hooligans. Je l'ai dit, je sais pas, je l'ai dit bien ou je l'ai dit pas bien. Enfin bref, à chaque fois faut toujours que je suis désolé, hein. Reste focus, mec. Donc j'avais découvert Junkie XL dans Green Street Hooligans, et ça lui arrive aussi de remixer certains sons. Il avait remixé un son de Hans Zimmer de The Dark Knight, et vraiment cette bande son est géniale. Il y a, si vous préférez, il y a tout. Oui. Bon, premièrement, on va parler de extra-diégétique et intra-diégétique, parce que ça, j'ai trouvé ça énorme. C'est que l'intra arrive à se mêler à l'extra. J'en avais déjà parlé sur la critique de The Amazing Spider-Man 2, et je trouvais ça génial. Enfin, j'ai trouvé ça génial pour Mad Max, là, Fury Road, parce que les tambours et la guitare se mêlent à l'extra-diégétique. Et d'ailleurs, la guitare, il y a une scène où le guitariste est mis en valeur, et selon ce qui se passe, il y a une action, et des moments il lâche la guitare, ce genre de choses, et les sons de la guitare correspondent à ce qui se passe dans la musique extra-diégétique, et en plus ça donne de l'impact à l'intensité de l'action. Je me suis dit, putain, mais combien de temps ils ont passé à essayer de donner cet aspect à la musique. J'étais époustouflé. Ce sera tout pour la musique, j'essaye de faire court. Mad Max Fury Road, c'est une pépite. Une pépite d'art parmi bon nombre de films blockbusters de merde qu'on risque d'avoir là pendant ces prochains mois. Je pense notamment à San Andreas. Je vais aller voir ce que ça donne, mais à mon avis ça va être un 2012 en plus exagéré. Déjà que 2012 était vraiment grave. Donc vous pouvez retenir l'univers post-apocalyptique, steampunk, steampunk avec des bagnoles de dingue. Fast and Furious peut aller se coucher, parce que là au moins c'est du vrai tuning, c'est pas du tuning de chez Bébert, tu vois. Vous avez aussi les images qui sont géniales, mais en même temps comment ne pas faire des images de dingue avec Miller, sachant que il est plus dans l'image, dans la narration par l'image que par le dialogue. Ce serait complètement con. L'action, enfin les actions sont géniales. Franchement, vous allez vous mémorer des passages. C'est sûr que vous allez regarder une fois le film, certaines choses vont rester gravées. Et ce qui est intéressant, c'est justement, j'en ai pas parlé, c'est que le scénario tient en une ligne. C'est que de la course-poursuite, et à chaque course-poursuite, à chaque action différente, vous retrouvez jamais la même chose. C'est toujours une action différente, c'est toujours une tactique de course-poursuite différente, et vraiment c'est spectaculaire. Et en plus de ça, on privilégie la vraie cascade, pas les vieux effets spéciaux comme on risque d'avoir dans Jurassic World, avec des dinosaures moins réalistes qui a 25 ans. Mais Jurassic World, j'en parlerai dans une autre vidéo. On peut retenir aussi une musique accompagnative qui est plus que bonne, puisqu'en fait elle est excellente pour moi. C'est vraiment une très bonne composition. Donc je vous invite vraiment à aller voir Mad Max Fury Road, et pour moi, si j'avais une phrase pour résumer ce film, c'est
Mad Max Fury Road, George Miller arrive à nous montrer qu'on peut encore faire de l'art avec du blockbuster. Voilà, c'est tout pour cette critique, je vous dis à la prochaine.